Pfeffer et je suis maître de conférence en droit public au département études européennes de l'Université de la Sorbonne Nouvelle. J'ai eu l'occasion de traiter dans ma thèse de doctorat des critères de définition de l'aide d'État dans un but bien précis. L'objet général de ma thèse est de souligner que, en quelque sorte, on gagne à comprendre l'application du droit des aides d'État dans le domaine de la protection de l'environnement comme un phénomène de réglementation. En bref, les institutions de l'Union européenne vont s'appuyer sur cette branche du droit de la concurrence, qui est le droit des aides d'État, pour intervenir dans le domaine environnemental, pour définir un certain nombre de règles, et pour d'une certaine façon entamer un peu, je dirais, le pouvoir de décision dans le domaine de la protection de l'environnement, et ce au prétexte de la libre concurrence sur le marché intérieur. Et par conséquent, quand on cherche à démontrer qu'on a bien affaire à une réglementation, il faut s'intéresser tout simplement au champ de cette réglementation et ensuite à sa portée. Et c'est dans le cadre de l'étude du champ de cette réglementation que je m'intéresse aux critères de définition de l'aide d'État. Très concrètement, le champ d'application du droit des aides d'État est défini par la notion d'aide d'État. Seules les mesures qui sont qualifiables d'aide d'État relèvent de ce contrôle. Il fallait donc s'intéresser à la notion d'aide d'État. Alors cela soulevait déjà une première difficulté, c'est que la notion d'aide d'État en elle-même est une notion complexe. Alors ça n'est pas, il est vrai, une spécificité des catégories du droit de l'Union européenne. Il y en a d'autres qui sont tout aussi complexes, qualifiées à une situation d'entente, d'abus de position dominante par exemple, ou même de mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative. On sait bien qu'il y a aussi des appréciations très complexes. Donc le droit des aides d'État fait partie des catégories juridiques complexes du droit de l'Union européenne. Et alors sa complexité, je dirais qu'elle est liée à deux facteurs. Premièrement, c'est la multiplicité des critères. Pour savoir si une mesure est une aide d'État, il faut savoir si c'est une mesure d'origine étatique, qui confère un avantage à une entreprise, qui confère cet avantage de façon sélective, c'est-à-dire à certaines entreprises seulement. Et ensuite, il s'agit de savoir si c'est une mesure qui produit un effet sur la concurrence et le commerce dans le marché intérieur. Et chacun de ces critères se subdivise lui-même en critères particuliers selon la situation considérée. Je prends deux exemples. La question de l'avantage, par exemple, a donné lieu à des développements particuliers lorsqu'il est question de contrôler les compensations d'obligations de service public. On applique alors la jurisprudence Altmark. Autre exemple, l'origine étatique de l'aide repose en réalité sur deux critères. Il faut démontrer qu'une mesure est imputable à l'État et ensuite démontrer que la mesure est financée au moyen de ressources d'État. Donc bref, il y a toute une série d'appréciations assez complexes à effectuer pour qualifier une mesure d'aide d'État. Ensuite, deuxième difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, même si la notion d'aide d'État est ancienne, il y a encore des difficultés dans la définition de certains de ces critères. Et on voit que la jurisprudence continue à bouger dans un certain nombre de domaines et sur des points qui sont finalement assez importants. Donc on a affaire à une notion qui, à l'évidence, est assez complexe. Et c'est pour cela que j'ai consacré toute la première partie de ma thèse de doctorat uniquement à la question de la qualification, parce qu'il y avait vraiment matière à écrire des choses. Donc on a, ce que je viens d'expliquer, affaire à une notion d'aide d'État assez complexe. Et la deuxième difficulté dans le domaine de l'environnement, c'est que cette notion complexe est appliquée à des instruments qui sont devenus complexes. En substance, dans la période récente, les États membres de l'Union européenne, et même l'Union européenne elle-même, a tendance à recourir à ce qu'on appelle des instruments économiques de la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'on recourt de plus en plus à des mesures qui ont cette particularité qu'elles vont jouer sur le patrimoine des destinataires justement des obligations environnementales et surtout sur le patrimoine des entreprises. On va développer des mesures incitatives. Alors ces mesures incitatives-là, elles prennent des formes qui sont assez classiques, notamment les formes de la fiscalité. À titre d'exemple, les États membres de l'Union européenne ont adopté pour beaucoup d'entre eux des régimes d'écotaxes assez ambitieux. L'écotaxe, donc ça consiste à imposer une personne au motif qu'elle contribue à une pollution. Donc on s'appuie sur la fiscalité. Les États membres s'appuient aussi notamment sur des instruments totalement nouveaux.
qui vont, eux, fonctionner souvent sur la création de marchés secondaires sur lesquels on va s'échanger des titres. On peut trouver les exemples de ces nouveaux instruments, ce sont par exemple les systèmes d'échange de quotas d'émissions. Le système d'échange de quotas d'émissions, ça repose sur un principe, c'est qu'on va identifier un groupe de pollueurs, on va leur attribuer un nombre limité de quotas qui correspondent à leurs émissions. Les pollueurs doivent, dans leur ensemble, respecter cette limite d'émissions. Et ensuite, les ajustements vont s'effectuer entre eux par la vente, la cession de quotas d'émissions sur un marché secondaire. Autre exemple, ce sont les certificats verts, ce qu'on appelle le système de certificats verts, qui sont des systèmes de subventionnement des énergies renouvelables, très souvent, et qui reposent aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais sur la création d'un marché secondaire sur lequel on va vendre des certificats. Donc bref, on assiste, je dirais, à la multiplication des instruments de type incitatif, incitation pécuniaire, et ces instruments sont des instruments qui sont techniques, qui sont complexes. Un système d'échange de quotas ou un système de certificats verts sont des systèmes assez complexes. Et par conséquent, dans la période récente, on a eu de nombreuses décisions, alors d'abord de la Commission européenne et plus récemment de la Cour de justice, qui sont intéressées à ces instruments. Et les institutions européennes ont été confrontées à de véritables difficultés pour qualifier ces mesures. De telle sorte qu'on peut, en quelque sorte, faire un bilan, mais je dirais un bilan qui n'est pas tout à fait exhaustif du champ d'application du droit des aides d'État dans le domaine de la protection de l'environnement. En bref, ce que je m'efforce de démontrer, c'est que d'un côté, seuls les instruments économiques de la protection de l'environnement vont relever du contrôle des aides d'État. Les instruments classiques de police administrative qui reposent sur des obligations et des sanctions ne reposent pas sur l'incitation pécuniaire, ils vont échapper au contrôle. En revanche, quand on cherche à savoir parmi les instruments économiques lesquels constituent des aides d'État, eh bien on est confronté à des difficultés, à des incertitudes. Je vais prendre deux exemples, les systèmes d'échange de quotas d'émissions. Au vu de la jurisprudence de la Cour de justice à l'heure actuelle et de la pratique de la Commission européenne, on peut dire d'un côté qu'un système d'échange de quotas d'émissions reposant sur l'allocation gratuite des quotas constitue une aide d'État. Parce que selon la jurisprudence de la Cour, les entreprises vont disposer à titre gratuit de quotas qu'elles vont pouvoir céder sur un marché. Donc ça constitue un avantage, et un avantage qui est octroyé par l'État et qui renonce à vendre des quotas et donc qui renonce à des recettes publiques. C'est un avantage financé par l'État. En revanche, lorsqu'un système d'échange de quotas d'émissions repose sur des quotas alloués à titre onéreux, là il faut avoir une approche plus nuancée. On va s'intéresser d'abord à la façon dont les quotas sont alloués à titre onéreux. Alors à titre d'exemple, il faut que les quotas soient alloués suivant une procédure qui mette sur un pied d'égalité toutes les entreprises. S'il y a une rupture d'égalité entre les entreprises, un système de quotas, même payant, peut donner lieu à des aides d'État. Et ensuite, si le système d'échange de quotas repose sur des quotas payants, et que ces quotas payants sont, à titre d'exemple, mis aux enchères, et que toutes les entreprises sont placées dans une situation d'égalité de traitement au niveau des enchères, à ce moment-là, ce système-là pourra, en principe, échapper au contrôle des aides d'État. Donc on n'est pas dans des solutions, je dirais, très nettes, très tranchées. On est plutôt, de manière générale, dans du clair-obscur. Et on a du mal à avoir une appréhension extrêmement précise, à l'heure actuelle, sur certains cas, des mesures qui relèvent du contrôle des aides d'État. La dimension subjective de la qualification d'aide d'État est une autre question que j'aborde dans ma thèse de doctorat. Alors, étant précisé d'emblée que par dimension subjective, j'entends les situations dans lesquelles les acteurs qui opèrent une qualification disposent d'une marge de choix. Il ne s'agit pas d'envisager la subjectivité de la qualification comme entendue comme la prise en compte d'éléments intentionnels qui sont liés à la volonté de la personne à l'origine des actes qui sont qualifiés. Donc il est question vraiment de la volonté des acteurs qui pratiquent la qualification. Alors cette partie de la thèse repose sur un postulat qui, je pense, mérite d'être explicité. C'est l'idée selon laquelle on gagne, me semble-t-il,
à ne pas partir du principe selon lequel toute opération de qualification est nécessairement subjective. Alors, à mon sens, cette question-là est surtout liée aux situations qui sont envisagées. Je dirais qu'en quelque sorte, il y a des zones blanches de la qualification, c'est-à-dire des situations dans lesquelles, à l'évidence, ou plutôt des situations qui, à l'évidence, doivent recueillir telle qualification. Il y a les zones noires, des situations qui, à l'évidence, ne peuvent pas être qualifiées de telle façon. Et entre les deux, on a ces zones grises qui autorisent, je dirais, une marge de choix. Alors, très concrètement, pour l'illustrer, si je prends l'exemple de ce gilet, que je pose la question de savoir si c'est un bien meuble ou un bien immeuble, on est, me semble-t-il, à l'évidence, dans la zone blanche de la catégorie de meuble et dans la zone noire de la catégorie d'immeuble. Toute personne raisonnable considérera qu'il y a erreur à qualifier ce gilet d'immeuble. Ça paraîtrait assez, suffisamment délirant, en tout cas, pour être rejeté. De même que le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est, à l'évidence, un immeuble. En revanche, lorsqu'on s'intéresse, à titre d'exemple, à une statue qui aurait été installée dans la cour de cet établissement de façon temporaire, mais qui aurait été fixée par du béton, lequel aurait disparu au fil du temps, là on peut se poser des questions assez complexes sur la question de savoir si cette statue est effectivement attachée à perpétuelle demeure à un bien immeuble. Donc là on serait plutôt dans les zones grises. Donc voilà un peu l'idée. Alors cette logique-là on la retrouve en matière de contrôle des aides d'État. Très concrètement, à l'heure actuelle, dans la pratique de la Commission européenne, l'immense majorité des mesures qui sont notifiées à la Commission sont des aides d'État. Et cette question-là ne prête pas à discussion entre les parties à la procédure. Les autorités nationales ne contestent pas qu'il s'agit d'aides d'État et la Commission européenne qualifie ces mesures très rapidement. Donc ça ne prête pas à discussion. On est plutôt dans les zones blanches. Maintenant, dans un certain nombre de cas, et notamment les cas que j'ai envisagés, c'est-à-dire la qualification des systèmes d'échange de quotas d'émission ou la qualification des exonérations d'écotaxes, on va très souvent être dans précisément ces zones grises de la qualification. À première vue, la qualification est très loin d'être évidente. Et c'est à ce moment-là qu'intervient ce qu'on peut appeler la dimension subjective. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de démontrer cette dimension subjective, c'est-à-dire d'essayer de prouver que les institutions effectuent des choix parce qu'elles qualifient certaines mesures d'aide d'État, et d'essayer de montrer comment cela se traduisait sur le terrain de la motivation des décisions de la Commission, mais aussi des décisions de justice, des juridictions de l'Union européenne. Et sur ce terrain, pour l'essentiel, deux observations principales. Premièrement, le critère qui, par excellence, permet la subjectivité des institutions qui contrôlent les aides d'État, c'est le critère de la sélectivité. Ce critère est défini à l'heure actuelle dans des termes qui sont très proches de ceux du principe d'égalité. Il s'agit de savoir si des entreprises sont dans une situation objectivement comparable au regard de l'objectif d'une mesure donnée, et si certaines de ces entreprises sont mieux traitées que d'autres. Et dans un second temps, il s'agira de justifier une éventuelle différence de traitement au regard de la nature et de l'économie du système dans lequel elle s'inscrit. Ça, ce sont des principes jurisprudentiels. Lorsque ces principes sont appliqués dans le champ de la protection de l'environnement, on constate vraiment qu'il y a, assez facilement en tout cas, qu'il y a cette marge de choix. À titre d'exemple, en matière de fiscalité environnementale, la jurisprudence de la Cour laisse entendre que toute exonération d'écotaxes qui ne répond pas à une justification environnementale est en principe une aide d'État. Exemple type, un État instaure une écotaxe, mais prévoit une réduction, voire même une exemption d'impôt pour certaines entreprises dont la compétitivité serait particulièrement atteinte par cette écotaxe. Dans cette hypothèse-là, l'objectif de la mesure, c'est de la politique économique, c'est de favoriser certaines entreprises dont l'activité pourrait être mise en cause, justement par cette nouvelle mesure fiscale. Là, il ne fait guère de doute qu'il s'agit d'une mesure sélective et donc d'une aide d'État. Cependant, dans la pratique de la Commission, on a eu des décisions un peu particulières, alors c'est assez technique, mais qui concernent les écotaxes sous forme d'impôt sur la consommation de produits énergétiques. Produits énergétiques, c'est par exemple les carburants. En bref, la consommation de ces produits-là, de manière générale, va produire des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'écotaxes sont des impôts sur la consommation de ces produits énergétiques.
Cependant, l'harmonisation européenne en la matière prévoit un régime, c'est un régime donc d'imposition de la consommation de ces produits énergétiques lorsqu'ils sont utilisés comme combustible. Parce que c'est là qu'ils vont engendrer des émissions de gaz à effet de serre. Et dans certaines affaires, certains États avaient créé une exonération de ces impôts pour des entreprises qui utilisaient ces carburants en faisant ce qu'on appelle un double usage. Alors, je n'entrerai pas dans des considérations techniques, parce que là, il faudrait spécialiser des procédés industriels. Mais en bref, le carburant va être utilisé à la fois, ou plutôt, pardon, le produit énergétique va être utilisé à la fois comme carburant et comme élément composant un autre produit. Donc il va être utilisé aussi comme tout simplement élément d'un processus industriel, mais sans être utilisé comme carburant. Et donc il y a des États qui ont prévu des exonérations de ce double usage. Et dans ce domaine-là, la Commission européenne a accepté ces exonérations, mais pour une raison purement technique. C'est-à-dire que l'impôt est fait pour frapper l'usage d'un produit combustible comme carburant. Donc s'il est utilisé différemment, il ne relève pas de l'impôt. Mais le fond du problème, c'est que cette analyse-là, elle évacue pour le coup totalement les considérations environnementales, c'est-à-dire que le fond du problème de la consommation de ces carburants-là, ces produits énergétiques, tout d'abord, ce sont des énergies fossiles, et donc qui sont des énergies épuisables, et donc on impose aussi pour ça, on impose pour limiter l'épuisement des ressources naturelles, qui sont limitées dans l'environnement, et d'autre part, les procédés industriels à double usage sont aussi polluants, d'une autre façon, mais ils sont polluants. Et donc on voit bien que dans ce domaine-là, la sélectivité va permettre finalement une marge de choix des institutions européennes, et qui ne repose pas tant sur des considérations environnementales que pour le coup sur des considérations plutôt économiques et techniques.